suite à votre intervention qui, alors, justement, pour une entrée en matière, va très bien, puisque les problèmes que vous avez fait remonter sur l'utilisation du fumier de façon brute, voilà, brute, même si après il est décomposté de façon statique, mais effectivement, vous avez fait remonter les quelques problèmes que permet de solutionner, de lombricomposter le fumier avant justement son utilisation. Alors déjà, donc l'introduction était tout à fait bien amenée. Moi, pour ma part, je me suis intéressé à lombricomposter le fumier puisqu'on avait créé avec ma femme un site avec 30 chevaux. Donc, effectivement, on arrivait à 300, 400 mètres cubes par an de fumier. Il fallait trouver une solution. Bon, après, effectivement, j'avais aussi regardé la méthanisation, mais vu la taille de l'exploitation, la solution qui a porté ses fruits, ça a été de se lancer dans le lombricompostage. Donc, d'élever des nurseries et d'installer, donc ça demandait peu de manipulation, d'installer le compost, le fumier, après qu'il ait passé son coup de feu des premières semaines, l'installer en andin et faire travailler sur des andins de 1 mètre, 1,20 m de hauteur maximum. Donc là, bien sûr, y intégrer les lombrics, mais pas seulement les lombrics, parce que les lombrics, ils ont les lauriers, hein, c'est eux qui valorisent on parle après de lombricompostage, mais ils n'arrivent qu'en bout de chaîne. Il y a les cloportes, toute la microfaune. Et j'insiste sur ça, puisque quand on va vendre en grande quantité du lombricompost, et pour les viticulteurs, justement, c'était ma plus grande débouchée du lombricompost, pas complètement terminé, ou plutôt mélangé encore avec du fumier, puisqu'en viticulture, il y avait ce besoin d'amener aussi beaucoup de faune dans les vignes, où il y a un manque. Donc, vous avez dit, vous avez retrouvé du lombric, mais aussi toute la petite microfaune qui va pouvoir rester en surface et valoriser et la pérennité de valoriser même ce que vous pouvez planter dans les vignes et donc les petits déchets, les déchets broyés, l'ensemble. Alors pour cela, il fallait élever des nurseries. Donc pourquoi le mot différent par rapport aux andins où là c'était dans une nurserie, tout était mis en faveur de l'élevage pour avoir tous les 3 mois à peu près, je doublais le nombre de vers dans les nurseries. Nurserie, c'était juste, il faut leur mettre un bon mélange de fumier et pas avec de la paille. Hein. Il faut bien qu'il y ait ce bon mélange de matière azotée, matière carbonée, avec à peu près un 40-60 pour une répartition que l'on ne pèse pas, hein, que l'on fait comme ça à l'estimation. Mais si effectivement on est trop en matière carbonée, il ne se passe, comme vous avez dit, il ne se passe rien. Alors qu'en respectant ce bon mélange, en 3 mois, des tas d'andins vont être réduits. Voilà. Donc ça, c'est la théorie. En pratique, il est bien plus pratique de recharger par-dessus, sans jamais excéder une trop grande hauteur, sinon il y a un manque d'oxygène. Et les vers ne vont pas pouvoir travailler, sachant qu'ils ne travaillent pas non plus sur la pellicule de surface. Ils n'aiment pas leur premier prédateur étant les oiseaux, ils n'aiment pas aller jusqu'en surface. J'avais fait des tests en mettant des filets. Effectivement, on fait travailler les andins sur la totalité, même la surface, mais c'est un autre désavantage. On était dans la vallée du Rhône et la gestion des bâches qui battent sur un centre équestre, c'était encore plus un problème que de finalement
laisser le temps, recharger par-dessus, sans jamais trop excéder la hauteur pour ne pas asphyxier l'ensemble. Et le côté eau, bien sûr. Alors, la plupart de l'année, dans le Vaucluse, l'eau nous était suffisante, l'eau de pluie, l'humidité, mais bien sûr qu'il fallait, j'avais un tout simple tuyau percé pour que les andins on maintienne quand même une humidité. Les vers en ont besoin, c'est leur façon de prendre de l'oxygène que d'être dans un milieu humide. Surtout pas noyé, mais un simple tuyau percé pour tenir une humidité dans l'andin. Voilà, donc ce procédé très simple, que en fait, pendant 10 ans, autant au début, je suis parti sur un petit peu de façon théorique de le faire, puis en essayant d'y mettre le moins en moins de main-d'œuvre, de manutention. Voilà. Donc c'est en ça où la relève du compost ne se faisait qu'une fois par an, puisqu'en fait je rechargeais les andins qui diminuaient au fur et à mesure. Et ce qui permet de commercialiser un très très bon fertilisant. Et comme vous le précisiez, bon, il y a cette façon, soit c'est des maraîchers, ils vont l'utiliser purement en compost quand il est bien affiné, terminé. Mais pour la viticulture, qui est finalement, en termes de surface, la plus grosse débouchée de la lombriculture, pour la viticulture, il vaut mieux remélanger du compost avec du fumier en cours de travail, puisque le gain est d'avoir dans les vignes de cette faune, le maximum. Un petit peu de paille, c'est pas négatif non plus pour tenir l'humidité. Vous avez parlé aussi de cette façon, pourquoi pas protéger du gel, mais déjà pour avoir sur une fine couche, retenir un peu plus l'humidité et l'apport en matière organique, enfin l'apport d'angue par le compost. Voilà. Donc j'étais sur des mélanges à 30% de compost, le restant étant du fumier au travail. Et ça permettait de couvrir des grandes surfaces. Ce n'est pas la même problématique que de livrer du compost à des maraîchers sur des petites superficies. Le retour sur cette expérience-là sur pratiquement 10 ans, plus de problématiques de stockage de fumier par rapport à la première intervenante, Madame Douget, c'est que ça nous exonère d'avoir une fumière qui est quand même c'est coûteux à mettre en place, alors que là, le tas de fumier, ce n'est qu'un tas de matières premières pour l'élevage de lombric. Au moins que c'est changé récemment, mais c'était la réglementation en vigueur. Donc, ça permettait de faire l'impasse d'une fumière, puisque le fumier ne restait pas très très longtemps. Une fois qu'il a passé un mois, il va sur les andins. Avec quand même, oui, bien sûr, le même respect au niveau réglementaire concernant l'éloignement des habitations, des cours d'eau, enfin, c'est la même réglementation. Donc, une facilité, une maintenance très légère, sortie de rajouter du fumier qui a passé son coup de feu sur les andins, avec juste cette vigilance, ne pas ne pas faire des tas trop hauts. Le lombric, il descend à peu près 50-60 cm. Donc voilà, pour la périphérie, il ne faut pas avoir un tas trop haut. C'est la première raison des centres de compostage que j'ai pu mettre en place, puisque après avoir solutionné mon problème du fumier, à le valoriser, j'ai pu mettre en place des centres de compostage chez d'autres personnes. Voilà, je préférais, pour me développer, installer des centres de compostage. J'en ai installé dans la région PACA à peu près une dizaine, plutôt que de récupérer du fumier pour, moi, faire un centre de compostage plus gros. Il vaut mieux transporter du compost où on a perdu 4 fois du volume, plutôt que de transporter du fumier pour faire un énorme centre de compostage. Et puis surtout, ça
ça disséminer la solution qui peut être, qui est tout à fait gérable dès qu'un particulier, même un gros particulier qui a 4 à 5 chevaux, il peut, faire son compost. Voilà, c'est déjà intéressant. Et après pour des plus grosses, heu, structures, je pense à certaines écuries de courses où là il y avait un très grand nombre, heu, l'avantage c'est plutôt de morceler des plateformes de compostage, puisque quand, les problèmes, les risques, c'est de perdre une plateforme de compostage. Si c'est morcelé, on en perd une et pas les autres. Et les risques pour perdre, c'est d'avoir des pesticides, pourquoi pas, hein, de recevoir du fumier. Quand c'est son propre fumier, cette chose ne peut pas arriver, puisque ça, on le gère, on le contrôle. Quand on installe des centres de compostage ailleurs, effectivement, c'est une raison de perte. Alors ça, le lombric ne tiendra pas bien longtemps avec des pesticides. La remarque, puisque ça, à chaque fois on me l'a demandé, est-ce que les vermifuges pour les chevaux vont être nocifs pour les lombrics? Pas du tout, puisque les vers des chevaux sont des vers qui vivent sans oxygène, anaérobiques, alors que le lombric, au contraire, a besoin d'oxygène qu'il trouve par l'humidité du tas de compost. Donc on n'est pas du tout sur le même poison qu'il y a dans les vermifuges pour les chevaux. Donc aucun souci à faire une plateforme de compostage avec des chevaux vermifugés. Donc là, mon rôle, c'est surtout de témoigner des problèmes que j'ai pu avoir sur 10 ans. Maintenant, le bâton est passé à Sébastien, qui va vous faire un témoignage après. C'est lui qui continue l'exploitation. Les sources principales d'échecs, c'est-à-dire d'échecs, la plateforme de compostage, les vers meurent, c'est la sécheresse, plus que le gel. La sécheresse, effectivement, voilà, les vers disparaissent complètement et il suffit d'en réinjecter, c'est pas non plus dramatique, alors que le gel, ils survivent très très bien à des températures, bon, la région PACA, même si on connaît le -10, il ne dure pas très très longtemps. Il y avait je crois que c'était en 2012, je ne sais plus, en 2015, on avait passé 2 semaines en plein hiver avec du -10. Effectivement, les vers avaient gelé, une partie des vers avait gelé, mais dès les beaux jours, à la fin février, c'était reparti de plus belle. Donc voilà, il y a une résistance au froid plus importante et les risques, c'est un manque d'eau. Un manque d'eau dans nos régions dont on peut survenir très facilement avec un simple tuyau percé ou, avec les deux même, de mettre des bâches. Voilà, des bâches qui vont diminuer l'évaporation. Avec la problématique des bâches sur un centre équestre qui n'est pas évidente. Même si on y met si on essaye de le caler en chargeant les rebords, on est dans un pays de Mistral et la solution n'est pas. Moi, je l'avais abandonné. Donc, on a fait. Donc, j'avais un support que je peux vous passer aussi. Le voici qui retraitait. Voilà, là, je pense que vous devez le voir. Non, pour le moment, il n'apparaît pas. Il n'apparaît pas. Alors, peut-être je vais vous laisser la main. Pourquoi il n'apparaît pas là? Sinon, on va pouvoir faire Le voilà, c'est lui là, oui. Partager. Oui, bon. Ce document, donc, vous allez pouvoir après retrouver, parce que je pense que vous allez le mettre en. Je pourrais le diffuser à l'issue, hein, si vous voulez. Vous Voilà, pouvez le voilà. Donc, diffuser aussi.
je ne vais pas reprendre pour le relire, hein, c'est à peu près tout ce que j'ai dit, avec un côté réglementation quand même, un truc dont je n'ai pas entendu parler à la première intervention. Effectivement, dès qu'on produit du compost, on est tenu, par rapport au tonnage que l'on produit, de faire au minimum une analyse par an, une analyse dans un laboratoire, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'utilisais le laboratoire de La Rochelle, où on fait analyser le compost pour qu'il soit conforme à une norme qui finit par 51 de mémoire. Mais des normes, il y en a toujours. Et voilà, il faut qu'il soit conforme à une norme pour être vendu en tant que compost, lombricompost. Autre débouché de cette solution de faire du lombricompost, c'est de faire du thé. Voilà, le thé, alors là, c'est à usage beaucoup plus petit, puisque tout à l'heure, je parlais, l'usage principal pour valoriser le déchet, c'était la viticulture dans notre région, en PACA. Après, l'autre produit, c'est de faire du thé, qui est une dissolution du lombricompost, voilà, et d'en faire et après commercialisé sous forme de bonbonnes et intégré dans l'eau d'arrosage. Voilà. Donc, il y avait pas mal de demandes là-dessus. Ça fait un produit très riche qui allait satisfaire surtout les maraîchers et les gens qui faisaient des fleurs. Voilà, donc seconde débouchée, mais puisque l'objectif dans un centre équestre, c'est de se débarrasser de façon utile du fumier, le plus gros, voilà, ça n'empêche pas que même si c'est interdit, mais le petit particulier peut être intéressé pour ses fleurs, mais ça ne fera pas, c'est pas ça qui va faire écrouler l'ensemble, c'est effectivement l'épandage auprès de viticulteurs, qu'ils soient bien sûr en bio, en biodynamie. Enfin, il y a beaucoup de demandes dans ce sens-là. Donc, aucune raison de ne pas valoriser cette matière. Ce serait trop dommage de le voir partir dans les autres solutions que sont l'incinération. Bon, après, voilà, d'autres solutions dont on va parler, quand on a peut-être un peu plus de volume, ça va être. Je suis intéressé aussi de voir à partir de quel volume c'est intéressant. Mais pour 30 chevaux, donc un centre équestre jusqu'à 30, 60 chevaux, le lombricompostage répond très bien à cette demande de le valoriser et, mine de rien, puisqu'il faut on parle de valoriser, donner une échelle de ce que l'on peut récupérer, on récupère par la valorisation du fumier à peu près la charge en paille et une partie de fourrage. Voilà, ce qui n'est pas négligeable dans un fonctionnement de centre équestre. Voilà, s'il y a des questions. Alors, il y avait une question, est-ce que vous diriez que chaque structure équine devrait recourir au lombricompostage afin de recycler systématiquement le fumier? Déjà, doit se préoccuper de valoriser son fumier. Après, comme je vous ai déjà dit, il y a un problème de taille. Peut-être qu'une exploitation de 120 chevaux, enfin, plutôt sur les centres de course ou autres, ils vont pouvoir se tourner vers peut-être la mécanisation, enfin d'autres solutions. Un centre équestre, même un gros particulier qui existe, ou des toutes petites écuries de 10 chevaux, bien sûr. Alors là, bien sûr, ça marche très bien. La trentaine, sans être, on n'est pas dans des tailles industrielles, mais il faut quand même, il y a 400 mètres cubes de fumier à prendre en compte. Donc, la solution, c'est pas à moi de vous dire qu'il faut aller vers cette solution-là, mais c'est une solution facile à mettre en œuvre et dont les risques sont les risques donc sinon, si tout marche bien, s'il y a assez d'humidité, il n'y a aucun risque. D'année sur année, ce sont les mêmes vers qui vont travailler, ou plutôt ils vont se renouveler, donc on n'a pas d'apport particulier à faire, et les risques sont mineurs quand il faut remettre des nurseries au travail. Et moi, j'avais préféré disséminer des solutions de lombricompostage
sur des petites unités plutôt que de vouloir fédérer et de récupérer, faire circuler des camions. Voilà, quand on transporte le compost, on transporte 4 fois moins. Alors, il y a 3 petites questions. La surface nécessaire, donc pour une écurie de 30 chevaux, le coût de démarrage et le temps passé. Et après, on passera à témoignage de Sébastien. Ok, donc pour 30 chevaux, donc tout dépend bien sûr, hein, au début, chaque fois, je leur faisais préciser quel est le passif. Est-ce qu'il y a un tas énorme à récupérer? Donc, à ce moment-là, ça va s'égrener dans le temps. Mais des andins de 60 mètres, j'en avais 2. Avec 2 andins de 60 mètres et un tas de fumier qui est celui qu'on apporte au jour le jour, et c'est celui qui subit le coup de feu des premières semaines. Alors, ce qui nous donne au concret, et il faut quand même qu'il y ait de l'espace entre les andins, voilà, une longueur de 60 mètres avec un andin quand il fait, enfin, il faut pouvoir travailler, donc il faut pouvoir passer, on va dire 3 mètres minimum entre chaque andin. Voilà, ça vous donne à peu près la surface, 60 mètres de long par 12 mètres de large. Donc une surface très réduite, puisqu'après, comme on ralimente, plutôt que de le laisser et de venir récolter une fois que le compostage est terminé, moi j'avais pris la solution de rajouter par-dessus. Comme ça, on restait à peu près sur le même espace, et qu'une fois par an, de venir nettoyer l'ensemble. Beaucoup plus facile, puisque sur un andin, je vous ai dit qu'on ne récupérait qu'un quart. Sur un andin de 1,20 m de haut, on va ne récupérer qu'à peine 20 cm de compost. Même si on travaille avec un godet, c'est quand même de la manipulation, c'est du temps à y passer. Il vaut mieux recharger par-dessus. Et quand on a pratiquement 1 mètre de compost, voilà, beaucoup plus intéressant. Je ne sais pas si j'ai répondu en termes d'espace. Bon, après, à vous de calculer, mais à peu près, c'est ça, quoi. Et puis, chacun le dispose en fonction de son point d'eau, qui est important, et de sa facilité pour tourner autour. Merci. On va donner la parole à Sébastien Guérini. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir. Je rectifie, moi c'est Sébastien Deschamps, hein. C'est Mini Guérini ma compagne. C'est pas grave, hein. Il n'y a pas de problème. Oui, donc j'ai pris la suite de Gérard, plus ou moins. En tout cas, on a pris la suite des écuries, ça c'est sûr. Après, lombricompostage, d'ailleurs, bonsoir Gérard. Le lombricompostage, je le fais de manière un peu en expérience pour moi-même. Parce qu'on a eu beaucoup de boulot depuis 2 ans et que voilà, j'ai pas eu le temps d'y passer énormément de temps. Ce que j'ai pu moi en ressortir, effectivement, c'est que je reviens sur le problème du fumier de cheval qui est quand même très dur à humidifier une fois qu'il a séché. Pour le rattraper, c'est assez compliqué. Maintenant, en commençant les andins en bonne période, ça se fait bien. Donc sur mon expérience, je sais pas, je vais partager directement le diapo en fait que j'ai là. Alors c'est celui-là. Voilà. Excuse-moi. Voilà. Donc on est toujours sur une exploitation. Alors depuis 2 ans, on a oscillé entre 25 et 30 chevaux. On est sur des paddocks prairies. Voilà, les paddocks sont ouverts sur des prairies, donc selon les périodes, on a plus ou moins de fumier à récupérer. Mais en moyenne, depuis 2 ans, on fait 200 mètres cubes de fumier par an.
Et très peu pailleux puisque nous avons très peu de chevaux en box sur paille. Nous, avant de montrer ça, le fumier, la quasi-totalité part pour un vignoble. Donc, je n'ai pas vraiment la nécessité à tout composter, etc. Donc, c'est pour ça que je dis, je le fais, on va dire que c'est pour nous, voilà, réellement, puisqu'on a des prairies à redynamiser et on a un projet de reforestation du lieu aussi, donc on aura besoin de cet apport d'une manière comme d'une autre. Donc voilà, à peu près ce que Gérard a expliqué avant, hein, donc on procède comme ça avec des andins. Alors pour la montée en température, j'ai fait plusieurs tests parce que encore une fois manque de temps, donc parfois j'allais jeter mes verres en cata dans les andins. Les vers se placent là où fait le moins chaud et vont attendre la fin de montée avant de vraiment se disperser la plupart du temps. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai observé. Maintenant, je pense que ça doit les ralentir quelque peu dans leur développement, mais ça marche. Donc le seul réel problème étant d'arroser, surtout quand on a eu là aussi peu d'eau. La première année, j'ai dû le commencer un peu plus tôt et effectivement, j'ai pas arrosé du tout de tout le compostage et ça a très bien marché. Par contre, l'année d'après, j'ai fait 2 erreurs. J'ai fait des andins trop gros et le fumier était beaucoup trop sec. Alors là, ça a été fini, impossible d'arroser en profondeur, donc les vers n'ont pas aimé du tout. C'est les seuls soucis que j'ai rencontrés. Et la première année, ça a très très bien fonctionné, puisque j'ai eu un beau compost bien noir et bien nourri. Voilà pour le matériel. Donc ça, c'est une des nurseries que je mets en place. Par contre, je cultive beaucoup les nurseries. Premièrement, parce que nous avons des toilettes sèches. Donc ça fonctionne aussi pour composter des toilettes sèches. Ça marche même plutôt bien. Ça permet aussi si jamais j'ai des vers qui sont morts dans mes andins, moi je peux très facilement aller en remettre. Ça sert toujours. Donc toujours pareil, je surveille quand même l'humidité. Donc là, je fais des nurseries avec des bâches pour essayer de garder un maximum d'humidité dedans. Et après, voilà, oui, j'ai un chargeur pour recharger les andins. Voilà, rien de plus. Donc voilà, les différentes étapes que Gérard en a très bien parlé aussi, donc constitution des andins. Donc point d'attention, toujours l'humidité. Donc oui, les bâches, on évite aussi, nous aussi, de se rajouter des soucis avec les chauds, surtout quand il y a du Mistral comme aujourd'hui, là, voilà, on aime bien dormir tranquille. Bien entendu, la gestion des vers. Donc, mais bon, comme je fais beaucoup de nurseries, moi, si les vers disparaissent des andins, j'ai pas ce souci-là. Et voilà. Alors, on m'a demandé le prix de vente. Donc, apparemment, c'est interdit. Bon, après, moi, j'avais mis un prix. J'en ai pas vendu réellement parce qu'on n'a pas fait on n'a pas commercialisé. On s'en sert pour nous, en fait. Donc, ça n'a pas été le cas. Je me suis un peu renseigné sur le prix du compost.
il n'y a pas vraiment de, c'est pas très codifié. Hein. Je peux pas dire que le compost coûte tel prix parce que je pense que ça dépend beaucoup de la façon de faire, si c'est un peu plus industriel, si c'est avec des installations, avec des hangars, etc. Je pense que les personnes peuvent varier énormément sur les prix. Donc encore une fois, autant s'en servir pour soi ou alors trouver avec les paysans du coin, les voisins qui en ont vraiment besoin. Moi, sur mon retour là depuis 2 ans, sur le lombricompost, j'y passe pas assez de temps. Ça demande quand même de la manute. Ça donne un bon produit, mais si on ne peut pas écouler, je préfère vendre directement mon fumier à des vignobles ou autres qu'aller vraiment composter du volume, parce qu'après derrière voilà, c'est tout autant de travail, de commercialisation, etc. Et honnêtement, moi, là, à l'heure actuelle, je me vois pas faire ça en plus de mon travail. Voilà. Mais sinon, bien sûr que c'est une solution plus qu'honorable de devoir composter et par les lombrics ce qu'on fume. Voilà. Très bien, merci. Juste sur les prix, là, sur la fiche de la Chambre d'agriculture, Oui. donc à l'époque, c'était 2011-2012, c'était entre 150 et 250 euros la tonne. Alors, c'était un prix à la tonne, pas au mètre cube. Voilà, et donc c'est pas interdit, hein. On peut le commercialiser du moment qu'on le commercialise à des agriculteurs. Voilà. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y avait une question sur le temps, peut-être. Oui, le temps passé et le coût de démarrage. Le coût de démarrage, c'est le coût de la nurserie. Alors, je sais pas trop. C'est surtout ça, c'est d'avoir les verres au départ. Je sais pas trop combien ça se vend, puisque moi, je les ai du coup récupérés de Gérard. La première nurserie était là sur place. Donc, je pense pas que ce soit extrêmement élevé de commencer réellement du lombricompostage. Peut-être que Gérard peut répondre sur la question. Oui, j'ai remis le micro. Effectivement, c'est quand même cher d'aller acheter des verres. Ça se vend assez cher, je n'ai plus le prix. Moi, j'avais démarré de façon... D'abord, c'était pour apprendre. Je ne travaillais que sur des nurseries. Et donc, j'avais fait 2 nurseries différentes. Puis après, il n'y en est resté qu'une. Voilà. Où le seul but était d'apprendre cet élevage de verre. Et une fois que la machine est en marche, effectivement, comme en a parlé Sébastien, on a suffisamment de raisons d'avoir des nurseries. Donc, si on en perd, ce n'est pas grave. Et la première fois, ce n'est pas tellement un coût, c'est plutôt le temps. Une nurserie, ça se double en 3 mois, on double la population. Donc, si on n'en achète que 50 kilos, je crois que c'était ça que j'avais acheté au tout début, donc ce qui fait, ça paraît ridicule pour faire 2 antennes de 60 mètres de long, mais en quelques mois, et c'était aussi le temps d'apprendre cette chose, ça s'était multiplié très très bien. Et il y a ce paramètre temps. Par contre, il n'y a pas, donc si on y fait attention, en dehors des pesticides et de la sécheresse, il n'y a pas grand-chose qui pourrait détruire des nurseries. Voilà. Et donc, côté prix, juste pour un petit détail, bon, on parlait du prix
du compost, mais surtout pour des très grandes quantités. Donc, on a un viticulteur avec nous. Je crois que le plus intéressant, c'est le mélange. Voilà. Le mélange d'un fumier qui est au travail où il y a déjà pas mal de faune, que ce soit les champêtres d'arbres, les cloportes, avec toute cette microfaune très utile, voilà, qui est apportée avec ce mélange. Le compost, lui, étant là pour apporter d'un côté nutritif directement assimilable et plutôt pour l'avenir de ramener une faune de surface. Et ça, oui, donc là on parlait de tonnes, oui, ça était dans ces prix-là, mais qui était évalué, moi j'évaluais ça au mètre cube, sinon on n'en sortait pas avec est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il ne pleut pas, donc à la tonne c'était beaucoup trop compliqué. Ok.